CIA pour parler de ce qui se passe, principalement au Moyen-Orient. Merci donc de revenir dans l'émission. Le désordre, le chaos, vous savez, le Moyen-Orient. Oui, ça résume assez bien la situation. Mais il y a aussi, je suppose, certains signes indiquant qu'un ordre ou une structure pourrait émerger de ce chaos. Enfin, c'est là qu'il émergerait. J'ai lu un de vos articles dans lequel vous soutenez que ce récent pacte de défense entre la Turquie, l'Arabie saoudite et le Pakistan a peut-être été interprété de manière précipitée. Je pense que beaucoup de gens y ont projeté leurs propres biais. Certains ont dit qu'il s'agirait d'une nouvelle alliance contre les Iraniens. Mais vous avez affirmé que l'expression « OTAN islamique » était trompeuse. Je me demandais si vous pouviez expliquer pourquoi. Oui, eh bien, ça m'a amusé, vous savez, parce que je l'ai appelé l'Organisation du traité du Moyen-Orient. En gros, au lieu de l'OTAN, on a l'OTEMO ou MeToo. Mais vous savez, au départ, j'étais sceptique quand ils ont fait ça, même s'il était clair que c'était en préparation depuis un moment. Parce que lorsque les États-Unis et l'Iran se rencontraient en Suisse en juin, il y avait au même moment, au Caire, une réunion avec le ministre iranien des Affaires étrangères, ainsi que le Pakistan, la Turquie et l'Égypte. J'ai donc supposé à l'époque qu'il parlait d'un dispositif de sécurité régionale. Mais quand cela a été annoncé il y a 2 semaines, sans l'Égypte ni l'Iran, je me suis dit, bon, d'accord. Sur le papier, oui, la Turquie a la 2e plus grande armée de l'OTAN parmi tous les membres officiels de l'OTAN. Auparavant, c'était la 3e plus grande, si l'on comptait l'Ukraine comme membre de facto. L'Ukraine avait une armée plus importante. L'Arabie saoudite était ostensiblement considérée comme le banquier, ceux qui ont l'argent, sauf qu'en ce moment, ils sont en quelque sorte en faillite. Leur situation financière n'est pas très bonne. Et puis le Pakistan apporte les armes nucléaires à la table. Donc une alliance intéressante. Eh bien, hier, nous avons appris qu'Qassim Mounir se dirigeait vers l'Iran, il est maintenant en Iran, et il y emportait aussi l'idée d'intégrer l'Iran à l'accord de la Mecque, appelons-le comme ça. Et vous savez, il se dit que d'autres pays figurent sur la liste des invités ou demandent à y entrer, comme le Bangladesh, l'Égypte, la Syrie. Donc cette initiative semble effectivement prendre vie, surtout s'ils font entrer, si l'Iran entre. En même temps, Munir serait aussi en discussion avec l'Iran au sujet d'un élargissement des relations commerciales. Et cela face à la menace des États-Unis de sanctionner tout pays qui commerce avec l'Iran. Ce n'est pas inhabituel. Au vu de ce que le Pakistan a fait, je crois que c'était en avril, lorsque les États-Unis ont annoncé pour la première fois ce blocus. Ils ont alors effectivement arrêté l'action offensive, mais annoncé le blocus de l'Iran. Et en l'espace de 2 jours, le Pakistan a dit « Hey, nous ouvrons 6 liaisons terrestres depuis nos ports de la côte sud du Pakistan qui iront directement vers l'Iran. 6 routes terrestres pour le commerce. » Et puis quand on prend du recul et qu'on se demande, d'accord, quelle est l'importance de la relation commerciale entre le Pakistan et l'Iran? Eh bien, l'Iran fournit 70% du gaz propane ou du gaz naturel qu'utilise le Pakistan, en gros. Les vendeurs de rue l'utilisent pour cuisiner. Des gens l'utilisent aussi, dans certains cas, pour chauffer leur maison en hiver et à des fins industrielles. Donc c'est très important. Le Pakistan n'a pas vraiment de bonnes sources alternatives pour cela. Pakistan doesn't have a good alternative source for that, so they need Iran. And my understanding is Ils ont donc besoin de l'Iran. Et si j'ai bien compris, l'Iran importe du riz du Pakistan. Ces pays ont donc une base pour une relation économique mutuellement bénéfique. Je pense que c'est peut-être ce que nous voyons, les fondations de cette nouvelle architecture de sécurité internationale pour le Moyen-Orient. Parce que, si vous vous en souvenez, lorsque le ministre des Affaires étrangères Araghchi était en Russie, fin avril à Saint-Pétersbourg, il a rencontré Poutine.
Et après cela, Poutine est venu dire « Eh, vous savez, nous avons besoin d'une nouvelle architecture de sécurité. » Puis, une semaine plus tard, Araghchi fait son pèlerinage à Pékin et rencontre le ministre des Affaires étrangères, Wang Yi. Et Wang Yi dit essentiellement la même chose que Vladimir Poutine. Ce n'est pas une coïncidence. Ces deux gouvernements coordonnent leur politique. You know, those two governments are coordinating a policy. And then, at the same time that Et en même temps qu'ils font ça, je pense qu'il y a des initiatives diplomatiques qu'on ne voit tout simplement pas, qui restent sous la surface, dont on ne parle pas. Parce que la Chine et la Russie sont déterminées à construire cette organisation internationale distincte, politique, militaire, ou politico-économique, peut-être militaire, qui sera en dehors du contrôle des États-Unis et de l'OTAN, surtout sur le plan économique. Et c'est là que les États-Unis continuent en quelque sorte à faire des faux pas, ou que Trump continue, vous savez, à se tirer une balle dans le pied ou dans une autre partie de l'un de ses autres membres, avec ses menaces permanentes. Tout récemment, il a menacé de bombarder des pays qui n'achetaient pas de bons du Trésor américain. Voilà une technique de vente efficace. Vous savez, je vous mets un pistolet sur la tempe. Vous voulez acheter mon produit? Quand on fait ça à suffisamment de pays, ils commencent à chercher un autre moyen de sortir de cette relation. Et donc, ces 2 dernières semaines, il a essentiellement insulté et menacé la Corée du Sud, menacé de bombarder Oman, imposé des droits de douane de 50% au Canada. Les relations commerciales avec le Brésil sont tendues. Et pendant ce temps, la Chine propose à tous ces pays « Eh, on commerce dans votre monnaie, vous commercez dans notre monnaie, et vous n'avez pas à vous soucier d'obtenir une lettre de crédit auprès d'une banque américaine, ni de faire transiter de l'argent par SWIFT. Vous pouvez passer par le CIPS. » Donc, je suppose que ce que nous voyons ici, c'est l'un de ces tournants historiques où l'ancien ordre de l'hégémonie du pétrodollar est en train de se désagréger. Et ce n'est pas seulement sur le plan économique, c'est aussi sur le plan politique. Et Trump n'a pas de bonne raison